En 1965, le Code du travail se réécrit et avec lui l'histoire des femmes françaises. Le droit de travailler sans l'accord d'un mari tombe et c'était notre dernier obstacle à l'autonomie financière. Pourtant, seulement 18% des femmes franchissent le cap de l'investissement. Bienvenue sur Fortuné, le podcast qui change la donne. Je suis Marion, ton hôte pour ce podcast. J'ai fait mon premier investissement à l'âge de 23 ans et je ne compte pas m'arrêter là. Et toi, es-tu prête à rejoindre le mouvement ? Bonjour à toi, cher fortuné. Petit épisode sur l'immobilier aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dédier cet épisode aux différentes stratégies fiscales pour l'investissement immobilier en France. Puisque l'idée, c'est pas de faire de l'immobilier pour faire de l'immobilier parce qu'on t'a dit que c'était bien de faire de l'immobilier et que machin. C'est de faire un investissement immobilier qui répond à tes objectifs. Et pour ça, il va falloir qu'on parle fiscalité. Par exemple, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu voudrais faire de l'immobilier. Ça peut être réduire tes impôts, générer un revenu stable, préparer ta succession. Donc voilà, ça c'est les 3 gros points qu'on va voir aujourd'hui avec 4 possibilités fiscales différentes que je vais te détailler. Alors j'espère que tu es bien installé. C'est parti, monte le son. Première raison fiscale, ce serait de potentiellement minimiser l'impôt sur les revenus locatifs. On verra tout à l'heure d'autres solutions pour minimiser les impôts bien sûr. Là par exemple, ce qu'il faut voir c'est qu'à chaque fois que tu vas mettre un locataire en place dans un investissement, son loyer, ses revenus locatifs, techniquement ils sont censés être imposables. Donc toi, t'as peut-être pas envie d'être imposé plus que tu ne l'es déjà. Et dans ce cas-là, on va vouloir minimiser l'impôt sur les revenus locatifs uniquement. Et pour ça, en France, on a un super statut qui existe, qui s'appelle la location meublée non professionnelle, ou on la connaît encore sous le nom de statut LMNP, qui est du coup la meilleure forme d'investissement immobilier si c'était l'objectif que tu cherchais. Ça permet de bénéficier d'un régime fiscal du coup avantageux grâce à l'amortissement du bien et des meubles et au fait qu'on puisse déduire toutes les charges liées à la location. On est souvent sous un statut juridique en nom propre, c'est-à-dire que tu n'as pas de société pour faire ça, tu as juste acheté ton bien immobilier pour simplifier la gestion et directement bénéficier du régime fiscal LMNP. En fait, les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels commerciaux qu'on appelle BIC. Ça peut te parler si tu es déjà indépendante, mais c'est vrai que si tu es salarié ou fonctionnaire, c'est peut-être des termes que tu n'as pas entendus. Plutôt que de dire que c'est un salaire, c'est simplement une catégorie de revenus. Donc voilà, c'est des revenus industriels et commerciaux. Retiens juste que c'est une catégorie d'imposition, point. Donc ce régime-là bénéficie d'un abattement de 50% ou alors de passer au régime réel et de déduire l'entièreté des charges et l'amortissement du bien. Bon, tout ça c'est un peu chinois, je vais essayer de te le réexpliquer avec des mots simples. Quand tu as le statut LMNP, donc loueur meublé non professionnel, tu vas faire de la location du coup forcément meublée. Si tu ne mets pas de meubles dans cet appartement par exemple que tu loues, tu ne peux pas avoir ce statut. Et bien évidemment, il y a une liste de meubles obligatoire, qui n'est pas forcément énorme, mais voilà, tu as des choses strictes à mettre dans ton appart pour bénéficier de ce statut. Donc tous tes loyers, tout ce que tu vas percevoir comme gain, soit tu n'as pas fait beaucoup de travaux, tu n'as pas beaucoup de charges à ton actif et tu vas avoir un abattement de 50%, c'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, mais si tu avais généré 10 000 € de loyer, en réalité, tu ne serais imposé que sur 5 000 €. Mais le truc le plus intéressant dans le régime fiscal LMNP, c'est en réalité d'acheter un bien dans lequel tu vas faire des travaux de rénovation, qui sont du coup des travaux, souvent les travaux ça chiffre, tu vois, ça coûte cher. Tu vas également acheter ton mobilier, tu vas également amortir ton bien, c'est-à-dire que chaque année, tu as une petite partie de ton achat immobilier qui va venir se déduire automatiquement dans tes charges et donc tu peux te retrouver potentiellement, je sais pas moi, avec 50 000 € de charges alors que tu as fait
seulement 10 000 € de loyer perçu. Ah bah là du coup t'es pas imposé du tout. Et encore mieux, il te restait 40 000 €, on va dire, de négatifs qui vont pouvoir se reporter sur les autres années. Donc souvent c'est ça qu'on fait. On investit, on fait de grosses dépenses au début et puis après on va laisser vivre, on va dire, le bien et les locataires dedans. Et pour autant, on ne paiera pas d'impôts parce qu'on aura énormément de charges à y déduire liées à de gros travaux qu'on a fait au début. Et puis généralement, une fois que les amortissements, tout ça, sont un peu terminés et qu'on arrive au bout, si on n'a pas envie de relancer des travaux ou quoi, c'est le moment de vendre son bien immobilier et de récupérer la plus-value. Mais donc voilà, le statut LMNP, c'est un statut qui te permet très facilement, sous réserve que tu mettes à disposition les bons meubles dans ton logement, de ne payer aucun impôt supplémentaire sur tous les revenus perçus dans cet investissement. Donc ça, c'est top. T'as acheté un bien avec de l'argent qui n'est pas à toi parce que t'as fait un prêt. Il est remboursé automatiquement par des loyers qui ne sont pas de l'argent à toi. À la fin, l'appartement, il est bien à toi alors que t'as pas payé pour l'avoir. C'est quand même dingue hein, comme ce système. Et en plus de ça, tout cet argent que tu as, qui est finalement, même s'il n'est pas tombé directement dans tes poches, fait maintenant partie de ton patrimoine à toi, n'est pas imposé. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est un mini paradis fiscal. Pourquoi la France a fait ça ? C'est très simple. Grâce à ce régime-là, de nombreux Français investissent et permettent de restaurer, refaire des travaux de mise à neuf, d'amélioration de leur logement, plutôt que de les laisser se dégrader avec le temps. Et ça, la France, elle pourrait pas le faire autrement. Donc ça permet un niveau de vie en France bien plus élevé qu'ailleurs, juste avec ce petit système-là. Mais tout le monde y a accès. Mais pour ça, il faut oser se lancer en investissement immobilier. Donc si jamais ça te parle, fais tes petites recherches sur le statut LMNP. C'est pas très compliqué. Personnellement, c'est aussi le statut que j'ai pris pour mes 2 appartements que j'ai achetés l'année dernière. C'est plutôt canon. Objectif numéro 2, générer un revenu régulier en minimisant les impôts. Donc ton objectif fiscal, ça va être de créer un flux de revenus constant tout en optimisant la charge fiscale. Dans ce cas-là, la meilleure forme d'investissement, ça peut être d'investir dans des sociétés civiles de placement immobilier, on appelle ça aussi les SCPI, particulièrement dans un contrat d'assurance vie pour bénéficier d'une fiscalité allégée sur les revenus générés. C'est le fait de placer via son assurance vie qui permet d'avoir une fiscalité avantageuse. Donc renseigne-toi un peu si c'est quelque chose qui t'intéresse et qui est du coup peut-être un peu moins prise de tête aussi. T'as pas de la gestion, t'as pas à aller acheter des biens. Pour toi, c'est que du digital et signer du contrat, donc ça peut être une charge mentale en moins. Forcément, hein, ça va aussi moins te rapporter que si t'avais fait l'investissement toi-même. Mais en attendant, ça ne t'a pas demandé beaucoup de charges de travail. Les avantages fiscaux des assurances vie, normalement, se débloquent au bout de 8 ans de détention d'une assurance vie. Donc c'est pareil, commence à l'ouvrir tôt si ça t'intéresse pour que les 8 ans courent. Et puis, une fois que tu récupéreras l'argent de ton assurance vie, tu auras un abattement fiscal si tu détiens cette assurance vie depuis plus de 8 ans. Tu peux bien évidemment investir dans des SCPI en dehors d'une assurance vie. Mais si tu veux bénéficier de l'abattement fiscal, ça peut être intéressant de l'inclure à l'intérieur. Objectif numéro 3, ça va être d'optimiser la transmission de patrimoine. Et oui, beaucoup d'entre vous investissez en immobilier dans l'optique de le transmettre à vos héritiers. Et comme tu le sais, en France, tout ce qui est transmission, succession, tout ça, c'est pas toujours facile et il y a toujours une question de taxation. Alors dans ce cas-là, si c'est ton objectif, la meilleure forme d'investissement, ça va plutôt être de l'investissement dit en démembrement de propriété qui va permettre d'acheter la nue propriété d'un bien dont l'usufruit est temporairement détenu par un tiers. Ne t'inquiète pas, on va décortiquer tout ce charabia. En fait, si tu as déjà des enfants par exemple, tu peux ouvrir une société qui s'appelle une SCI, une société civile immobilière.
En fait, il faut être 2 minimum, donc tu peux être juste en couple. Et puis, si tu as déjà des enfants, tu peux les intégrer dedans, ou si tu les auras plus tard, tu pourras les intégrer dedans plus tard. En fait, ça facilite la transmission entre les membres de la famille et ça permet d'avoir une gestion assez souple du patrimoine. Je vais prendre l'exemple d'une famille, donc d'un couple avec 1 ou 2 enfants à l'intérieur. Bon, prenons un pour que ce soit simple. L'idée, c'est par exemple d'acheter un petit immeuble, un appart, une maison, ce que tu veux, dans ta SCI familiale. Et en fait, la SCI va acheter le bien, mais à l'intérieur, tu vas avoir la nue propriété qui va appartenir à tes enfants, donc le bâti en tant que tel, les murs vont déjà peut-être être à eux grâce à cette société et toi tu vas avoir l'usufruit. Donc on est bien d'accord que c'est pas des enfants qui décident ce que tu en fais, même s'ils sont dans l'entreprise, c'est toi. Donc tu vas en faire la gestion, mettre des locataires, faire travailler, tout ça. Donc toi tu as juste droit de l'utiliser en fait, c'est ça l'usufruit. La nue propriété, c'est le fait d'avoir les murs. L'usufruit, c'est d'avoir le droit d'en faire ce que tu veux. L'idée, c'est que donc les parents gardent les usufruits des investissements et les nues propriétés, les bâtis, soient déjà aux enfants. Pourquoi on fait ça? Eh bien, quand il y aura les droits de succession, eh bien, en France, la succession, il y a une taxe qui s'applique dessus. Et plus tu as un patrimoine élevé, plus tu vas être taxé dessus. Le fait d'avoir à transférer qu'une toute petite partie de la nue propriété, de l'usufruit, parce qu'en fait, ils seront déjà détenteurs d'une grande partie, tes enfants, ça va faire baisser la valeur de la succession, puisqu'ils en sont en partie déjà détenteurs. Donc, tu ne leur transmets pas tout l'immeuble ou tout ton patrimoine immobilier, mais simplement la partie qui était encore à toi. Et c'est comme ça que tu fais baisser tes frais de succession et que tes enfants n'aient pas l'obligation d'aller tout revendre pour payer les taxes, quoi. Dans ce cas-là, si vraiment le but c'est l'héritage, la succession, faut vraiment passer par une SCI. Je t'invite à te renseigner dessus. 4e objectif fiscal, le fait d'investir avec un objectif de plus-value à long terme et potentiellement un petit abattement sur les impôts. Donc réaliser une plus-value importante à la revente tout en bénéficiant d'un cadre fiscal favorable. Dans ce cas-là, ça va pas être très compliqué. On va pouvoir parler de loi Pinel. C'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu. Je fais un petit aparté là maintenant puisque l'information vient de tomber. Le régime Pinel va officiellement prendre fin le 31 décembre 2024. Donc tu n'as plus que cette année 2024 pour y avoir toujours accès. Après ça s'arrête. Je sais pas par quoi ils vont le remplacer, je sais pas s'ils vont changer d'avis, mais à ce jour, ça vient de titrer cette semaine que la loi Pinel allait s'arrêter au 31 décembre 2024. Mais bon, pour l'instant c'est toujours d'actualité, alors je me permets quand même de te faire le petit topo sur c'est quoi la loi Pinel. La loi Pinel, c'est le fait d'investir dans du neuf. Dans du neuf sous le dispositif Pinel. Donc souvent tu achètes un appartement, une maison sur plan. Elle n'est pas encore construite, ce sont souvent des promoteurs immobiliers qui te proposent ces dispositifs-là. Ça va te permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu parce que tu vas t'engager en contrepartie à louer le bien sous certaines conditions. Alors tu peux en reprendre la gestion de ton côté ou tu peux laisser le promoteur immobilier en faire la gestion, ça peu importe, c'est à toi de voir. Soit tu vas acheter ton Pinel en nom propre, tu peux aussi le mettre à l'intérieur d'une SCI qui a l'impôt sur le revenu. Ça va dépendre un peu de ta stratégie patrimoniale. La loi Pinel, elle offre une réduction d'impôt de 12%, 18% ou 21% du prix d'achat du bien selon la durée de mise en location, donc 6, 9 ou 12 ans, avec un plafond d'investissement et des conditions locatives à respecter. Forcément, tu te doutes bien que si l'État t'offre une telle réduction d'impôt qui peut être très intéressant si tu fais partie de la classe moyenne, voire classe moyenne plus, faire baisser pas mal ton imposition. Enfin, l'État te le permet, mais tu te doutes bien que c'est à certaines conditions. Et donc souvent, la condition, certaines des conditions, c'est bien évidemment un loyer raisonné, fixé. Donc il faudra quand même peut-être prévoir de rajouter au bout tous les mois
C'est rare que le loyer d'un investissement Pinel permette de rembourser ton crédit, surtout avec les taux actuels. Mais c'est à toi de faire le calcul si peut-être tu louais 12 ans et que tu pouvais bénéficier de 21% de réduction d'impôt, est-ce que finalement ça te permet de gagner plus que ce que tu auras mis un petit peu tous les mois. Donc voilà, c'est à calculer, ça peut encore être très intéressant selon les situations. On est bien d'accord, ça va pas convenir à tout le monde, il faut faire le bon calcul. Et encore une fois, il faut se dépêcher puisqu'il ne nous reste qu'un an pour souscrire à cette loi. Tu peux espérer, si tu as acheté dans une bonne zone, faire une plus-value à la revente de ton bien. C'est pas ce qui s'est passé pour tous les Pinel, puisque souvent tu achètes sur plan un appartement qui n'est pas non plus dans ta région, que tu ne connais pas bien et que tu n'as peut-être pas fait ton étude de secteur pour savoir où il était placé. Donc je t'invite toujours, même quand tu fais du Pinel, à bien te renseigner sur où il est. Est-ce que c'est une zone qui pourrait effectivement prendre de la valeur avec le temps ? Ou au contraire, est-ce que c'est une zone pas très sexy et il n'y a pas grande chance que ça s'améliore dans les années à venir ou dans l'espace-temps dans lequel tu aimerais le revendre ? L'étude de situation, c'est autant valable sur du Pinel que sur n'importe quel investissement immobilier. C'est la base. Mais voilà, on a exploré ensemble 4 stratégies fiscales essentielles pour optimiser tes investissements immobiliers en France. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais c'est déjà une bonne base. Sachant que le plus courant, c'est quand même le premier point, le LMNP, qui est assez accessible, facile à mettre en place. Tellement il est avantageux, c'est pas sûr qu'il reste encore très longtemps sur le marché. Enfin, j'en sais rien. Il y a des rumeurs, donc tant qu'il est là, profitez-en parce que c'est quand même vraiment attractif. Mon objectif derrière cet épisode de podcast, c'est surtout de te montrer encore une fois que selon l'objectif que tu as, tu ne vas pas investir de la même façon que la voisine ou un proche. Les règles et la fiscalité étant très variées, il y a certaines combinaisons, comme par exemple le fait de faire du louer meublé dans une SCI qui n'ont pas de sens. Donc c'est important de toujours mettre le nez dans tes objectifs, de faire le lien avec la fiscalité avant de te lancer dans un investissement immobilier tête baissée. Si cet épisode t'a été utile, surtout partage-le à une femme de ton entourage. Plus on est de fous, plus on rit comme on dit. Et surtout, ça me ferait extrêmement plaisir que tu me laisses un petit commentaire et un avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast afin de faire remonter Fortuné dans le classement et le faire découvrir à encore plus de femmes. Je compte sur toi pour le faire parce que vous n'êtes pas beaucoup à prendre le temps et pourtant je vois que vous êtes nombreuses à écouter le podcast et d'ailleurs ça me fait chaud au cœur. Mais pourquoi pas en faire profiter une femme que tu connais et à qui tu tiens. Elle aussi, elle a le droit de devenir libre financièrement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière. Et parce que ce podcast est le tien autant que le mien, je veux savoir quel sujet brûles-tu de découvrir dans un prochain épisode? Quelles sont les questions qui te tiennent éveillé la nuit? Partage tes idées et questions et ensemble construisons les prochaines étapes de notre aventure financière. Je te donne rendez-vous demain pour un prochain épisode. D'ici là, sois forte et tunée. Bye!